Alors bonjour, bonjour, bon dimanche à vous tous, chers internautes. Bienvenue à l'émission Tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie en ce dimanche 14 février. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une très joyeuse Saint-Valentin. Donc c'est la fête des amoureux, mais aussi la fête de l'amour. Alors si vous n'êtes pas amoureux, vous pouvez quand même célébrer parce que l'amour, c'est un sentiment qui est universel. On peut partager l'amour avec nos enfants, les amis, les membres de la famille, les collègues. Donc, vraiment, c'est une fête que tous et toutes peuvent célébrer. Alors, j'espère que vous avez pu organiser des petites activités tranquilles à la maison, en tête à tête, ou bien aujourd'hui que vous prendrez le temps de vous dire, de vous partager vos sentiments, être dans le positif. Alors voilà, profitez-en. Aujourd'hui, à l'émission, je reçois deux invités. Alors, une collaboratrice et un invité. Tout d'abord, il s'agit de Franz Voltaire, politologue et historien. Vous avez sans doute eu l'occasion de le voir récemment à Radio-Canada dans le cadre du reportage ou documentaire réalisé par Isabelle Racicot sur le racisme systémique. Et puis, bon, il est souvent interpellé de toute façon par les médias. C'est un homme très charmant, d'une grande intelligence et qui a à cœur aussi de partager la culture, l'histoire caribéenne, noire en général. Et d'ailleurs, je l'ai invité aujourd'hui dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs qui en est à sa 30e édition. Alors, et ensuite, en deuxième partie, ou sinon, elle est déjà en ligne avec nous. On pourra échanger aussi avec Mireille. Donc, Mireille, notre chère collaboratrice que vous avez eu la chance de voir et d'entendre récemment. Donc, Mireille Casimir, qui est coach en accompagnement spirituel et aussi artiste peintre. Et les œuvres qui sont derrière moi sont ses réalisations. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi vous les procurer. Vous pouvez contacter la radio, nous écrire donc à Radio Vertière. Voilà. Alors, Franz Voltaire et Mireille, bonjour. Bonjour Stéphanie et Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait Bonjour plaisir. Stéphanie, toujours contente d'être ici. Oui, absolument. Contente de vous avoir. Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation. Franz, je sais que tu as un horaire très chargé. D'ailleurs, aujourd'hui, tu dois nous quitter à 12h30 pour une autre entrevue. Alors, contrairement à l'habitude, nous n'allons pas prendre la pause publicitaire. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Franz Voltaire, tu es politologue, historien et vraiment, tu as un curriculum vitae très garni. Tu as enseigné à l'Université du Québec à Montréal, à l'Université de Montréal aussi. Tu as enseigné à l'université en Haïti, au Chili, je crois au Mexique aussi, si je ne m'abuse. Tu as aussi collaboré à plusieurs recherches. Tu as publié beaucoup d'articles, reçu de nombreux prix, réalisé des documentaires et j'en passe. Franz Voltaire, pendant de nombreuses années aussi, tu étais à la tête, donc à la direction du CIDICA, le centre, j'espère que je ne vais pas me tromper, le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne. I got it! C'est ça? C'est très long, mais c'est ça. C'est le J'ai bien syndicat, plus pratiqué. connu sous le nom de syndicat. Syndicat, voilà. Il faut vraiment être concentré pour ne pas se tromper, hein, parce qu'il y a beaucoup de lettres. Donc, tu es cofondateur du syndicat et aujourd'hui, tu n'en es plus le directeur, mais bien tu es membre du conseil, le président du conseil d'administration. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, Franz, le syndicat a vu le jour en 1983 parce qu'il y avait une nécessité, disons, de préserver les documents, des références sur Haïti et les Caraïbes. Et tu étais accompagné de deux autres enseignants, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine, justement, de la fondation du syndicat? En fait, le syndicat est né après presque l'annonce que le Centre de recherche Caraïbes de l'Université de Montréal allait fermer ses portes. Mhm. Alors, un certain nombre d'entre nous qui fréquentions ce centre, on a décidé de mettre sur pied un centre qui serait en fait une interface entre les universités, donc les lieux de la recherche et de la production de savoir scientifique, et les organismes communautaires, dans la mesure où notre vision est que la production scientifique doit être partagée aussi avec ceux qui font des actions quotidiennes dans les organismes communautaires, que leur action devrait être fondée aussi sur une certaine connaissance de la réalité et pas seulement sur, je dirais, une approximation. Et d'un autre côté, qu'il fallait préserver aussi le patrimoine
de nos communautés. Je dis de nos communautés parce qu'effectivement, on n'a pas inclus au départ un centrafricain parce qu'il existe le Centrafrica et on ne voulait pas, je dirais, dédoubler les choses. Oui. On l'a fait essentiellement sur Haïti aussi parce qu'effectivement, même si Haïti appartient à la Grande Caraïbe, mais il y avait cette particularité que la faiblesse de l'État haïtien, la faiblesse des institutions haïtiennes rendait nécessaire une préservation des fonds documentaires, des archives, des documents, et en ce sens, on fait appel toujours aux gens pour nous donner les affiches, oui, des cartes postales, des cartes de mariage, tout type d'informations qui établit notre présence dans cette société. Les Haïtiens sont présents ici depuis 1920, c'est-à-dire pratiquement il y a plus de 100 ans que les premiers Haïtiens, certes c'était quelques individus, sont arrivés au Québec. Et bien depuis lors, s'est développée peu à peu une présence haïtienne, une communauté haïtienne aujourd'hui dans l'ensemble du Québec. Oui, c'est intéressant à savoir parce qu'on entend souvent parler des grandes vagues migratoires, mais de savoir qu'il y a eu des Haïtiens quand même depuis une centaine d'années. Oui, je pense par exemple, on a retrouvé des lettres de Dantès Belga, d'un grand penseur haïtien qui était de passage ici à Montréal. Et il y a cette petite photo en 1929 où il a sa photo avec Philippe Cantave, qui était un des premiers étudiants ici. Oui. On a des gens comme qui sont arrivés dans les années 30-40. Il y a comme Willy, qui a été un des fondateurs de l'Opérette de Montréal. Bon, il y a, je ne peux pas nommer tous les noms, mais il y a une présence qui va s'accroître. Avec la dictature des Duvalier en 58, commence maintenant un vrai processus migratoire. Des quelques individus qui étaient présents au Québec arrivent par vagues successives, un certain nombre de gens, et des poètes, des écrivains, et à partir des années 70, arrive aussi une autre vague plus populaire venue de la province, et peu à peu s'est constituée une communauté de plus en plus importante de Haïtiens. Aujourd'hui, on en est à la 3e, sinon à la 4e génération. Présente au Québec. Oui, parce que depuis le fameux tremblement de terre, il y a eu, on calcule en fait, on parle même d'une 4e vague. Il y a eu une 4e vague et il y a même une 5e vague, celle qui est venue avec la TPS, c'est-à-dire ceux qui étaient menacés durant le gouvernement de Trump d'être renvoyés en Haïti. Et donc, beaucoup d'entre eux sont venus ici. par le chemin Oxfam. Et donc, il y a une 5e vague. Donc, aujourd'hui, on a une présence qui renouvelle chaque fois avec des sensibilités nouvelles, avec des problématiques nouvelles. Mais le fait que ces vagues arrivent là où il y avait des organismes capables de défendre leur présence, mais aussi capables de faciliter leur intégration dans la société québécoise. Absolument. On pourra en parler plus longuement, Franz, lors d'une prochaine rencontre, parce que, bon, je l'annonce à nos internautes que tu feras dorénavant partie de l'équipe. Alors, tu seras un collaborateur officiellement, donc j'en suis très, très heureuse. En fait, aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un aspect, puisque c'est la Saint-Valentin, donc comment l'amour se vivait au temps des Caciques. Alors, chez les peuples noirs, avant l'arrivée de Christophe Colomb, par exemple en Haïti ou dans les autres Caraïbes ou en Afrique, parce qu'on entend très rarement parler des relations amoureuses entre Noirs ou bien même à la télévision, on voit rarement ça. Et l'image qu'on nous présente, c'est toujours des familles désunies. On nous montre, on nous parle beaucoup de monoparentalité, qui est une réalité malheureusement, mais j'aimerais savoir comment ça se vivait à l'époque, l'amour, les relations amoureuses. Comment ces sociétés étaient structurées en ce sens? Bon, d'abord pour nos auditrices et nos auditeurs, joyeux Saint-Valentin. Oui. Le 14 Saint-Valentin, vous savez que c'est une fête qui vient de la Rome antique. C'était la Lupercalia, c'est-à-dire c'est une fête de la fertilité d'abord, que l'Église catholique va récupérer à partir du moment où l'Église catholique devient
l'institution culturelle dominante en Occident. Ça, c'est la partie de Mireille. Il ne faut pas voler le punch de Mireille sur l'histoire et l'origine de la Saint-Valentin. À partir de ce moment, oui. Quand on parle de l'amour est vécu dans différentes sociétés de différentes manières. Oui. Et dans certaines sociétés congolaises, je pensais par exemple à une figure comme la reine Nzinga. Oui. La reine Nzinga, qui est un mot qui a vécu dans ce qui est l'Angola aujourd'hui, a été la grande héroïne, la femme guerrière, la femme transgressive. Mm-hmm. C'est un portrait d'une femme extraordinaire qui a dominé le XVIIe siècle. Elle parlait, contrairement à ce qu'on pense de l'Afrique, l'Afrique était une société essentiellement matrilinéaire. C'est-à-dire la transmission dans cette zone du Congo, Angola, se faisait par les femmes, la transmission du pouvoir. Donc, oui. Elle n'est pas matrifocale, elle est matrilinéaire dans le sens que ce sont les enfants, les pères, les géniteurs ne sont que des compagnons des fois sexuels. Oh, ok. Ne sont pas nécessairement impliqués dans l'éducation. La fonction de père est généralement vouée par l'oncle maternel. D'accord. C'est le frère de la mère qui joue le rôle et dont les enfants héritent. Mm-hmm. On l'a vu aussi, cette formule, dans les sociétés iroquoises ici au Canada. D'accord. Alors, quand on revient, donc dans certaines sociétés, il y a aussi eu, par exemple, vous savez, il y a tout ce mythe des Amazones. Mm-hmm. Eh bien, on sait que les Amazones, eh bien sûr, elles ont existé dans le royaume du Dahomey. Mm-hmm. Et ça, jusqu'au début du XXe siècle. Elles étaient des soldats du roi dahoméen. Donc, les sociétés africaines étaient essentiellement des sociétés agraires et agricoles. Bien sûr, avec un début d'urbanisation pour certaines sociétés. Et l'Afrique, c'est un continent. Donc, il y a différentes façons à la fois de vivre la sexualité, à la fois de vivre ce que nous appelons le mariage, qui n'est pas le mariage chrétien connu aujourd'hui. Mm-hmm. Il y avait des sociétés polygames, mais avec des droits très définis pour les femmes. Il y avait des sociétés aussi, par exemple, les sociétés marquées par l'islam, qui bien sûr sont polygames, mais où les droits des femmes étaient plus limités. Mm-hmm. Donc, cela dépend du type de société africaine qu'on analyse. Okay. Mais l'amour, les relations monogames, comme on veut bien nous présenter ou nous vendre, l'amour romantique, comme on voit dans tous les films d'amour, est-ce que ça existait quand même? Ça a toujours, vous savez, ça a toujours existé même dans les pays d'islam, puisque la transgression des règles a des fois été punie de mort. Donc, ce qui veut dire que les êtres humains étant ce qu'ils sont, il y a des amours fusions, il y a des amours qui transgrègent parce que les gens tombent en amour. Et il y a eu aussi beaucoup de femmes puissantes en Afrique. Par exemple, la reine Nzinga, on disait d'elle qu'elle avait entretenu plusieurs rapports avec plusieurs hommes à des époques différentes. Oui. Donc, ça dépend. Mais c'est la même chose qu'on peut la comparer à la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, comme on dit, de Virgin Queen, mais la reine vierge, mais qui n'était pas plus vierge que ça. Mais on a ici des formes de rapport dans des sociétés traditionnelles qui sont des alliances de clans. Oui. Le mariage n'est pas nécessairement un choix individuel. C'était aussi une alliance entre un clan et un autre clan. Oui. Entre, par exemple, un royaume où le roi épousait une femme du royaume, une fille du royaume voisin pour établir une alliance militaire. Donc, on a des sociétés matrilinéaires. Il y avait aussi des sociétés patrilinéaires, comme chez les Peuls et chez les groupes islamisés, comme dans l'Empire du Mali ou dans l'Empire soninké. Donc, ou chez les Malinké en Guinée. Donc, cela dépend du type de société établie. Par exemple, dans certaines sociétés, c'est la femme aussi, c'était pas la femme du roi qui jouait un rôle déterminant, mais la mère du roi. Okay. Donc, la part féminine du royaume n'était pas nécessairement représentée par la femme du roi, mais par, effectivement, la mère du roi.
Mais si on Par revient à ce exemple, que tu chez dis, les... oui. Hmm? Si on revient à ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, que bon, les hommes étaient surtout des géniteurs et c'est l'oncle qui héritait, en fait, ou Dans les écoupait. sociétés matrilinéaires ou Oui, c'est ça. matrifocales. Donc, parce que c'est les femmes, par exemple, chez les Iroquois, ici, Oui, chez les Iroquoiens, c'était les transmissions se faisaient par les mères des clans. oui. Mais que faisait Donc, le alors, dans père d'autres, pendant ce temps? Parce que, bon, le père étant lui-même oncle, donc il était davantage c'est pas responsable. le père qui est. Le père joue un rôle euh, comme celui d'un ami. Celui qui joue le rôle du père, c'est l'oncle maternel. C'est ça. C'est ton frère qui est. Tu vas hériter de ton frère et tu n'hérites pas de ton père. Mais le géniteur lui-même, il faisait quoi? Quel était son rôle? Eh bien, son rôle, c'est d'être un compagnon. Par exemple, on raconte que quand les femmes iroquoises voulaient divorcer, elles n'avaient qu'à mettre les mocassins Oui, du type de Yor pour qu'ils sachent qu'il doit partir. Parce que la transmission se faisant par les femmes, OK. on n'héritait pas de son père, on héritait de sa mère De sa mère. Mhm. OK. et du frère de sa mère. Est-ce que ça peut expliquer, parce que j'ai eu à assister à plusieurs conférences, échanges, etc., où on voulait utiliser cette explication comme hypothèse par rapport au fait qu'il y a un grand nombre de femmes monoparentales dans les communautés noires. Est-ce que ça pourrait être une des raisons? C'est-à-dire que c'est un héritage ou Non, comment on pourrait expliquer je crois qu'il faut aller du côté de la rupture qu'a entraîné dans des sociétés relativement stables africaines, Oui, la mise en esclavage et surtout l'esclavage atlantique. L'esclavage, c'est quoi? C'est la déshumanisation la plus complète. Vous voyez, on n'a qu'à prendre les codes, ce qu'on appelle le code noir. Par exemple, dans les territoires français, eh bien, le code noir définit l'esclave comme un bien meuble. On peut le vendre, on peut vendre sa progéniture, on peut le céder en don. Et donc, à partir de ce moment, la famille traditionnelle, vos enfants, les enfants ne sont pas propriété du père, comme dans les sociétés patriarcales traditionnelles. Les enfants ne sont pas non plus appartenant à la mère ou à son clan. Les enfants appartiennent au propriétaire, qui peut lui-même décider de vendre votre fils, votre fille pour payer une dette, pour solder une dette de jeu, dans un héritage, des enfants pouvaient être divisés de leurs parents dans les ventes d'esclaves. Donc, l'esclavage, c'est un peu un drame absolu parce qu'il dissout les familles. Et donc, l'esclavage a duré très longtemps. Dans les Amériques, l'esclavage a duré 500 ans, pratiquement. Depuis les débuts de la conquête jusqu'à tout récemment pour les cas de Cuba et du Brésil, 1880 pour Cuba, 1888 pour le Brésil, mais même les États-Unis, c'est 1865, c'est la fin de la guerre civile. Certes, Haïti a été le premier pays à rompre avec l'esclavage et à proclamer l'unité du genre humain. C'est ainsi que, par exemple, dans la Constitution haïtienne publiée en 1805, on ne reconnaît pas, elle est très moderne, on reconnaît le divorce, il n'y a pas la notion d'enfant naturel, tous les enfants sont légitimés. Donc, on voit qu'avec cette Constitution, qui va être mise au rencard après, qu'il y a une modernité extraordinaire dans la première Constitution haïtienne. Peut-être préciser... de possession, voilà. Peut-être préciser, donc, on vient Franz... de société... Oui, on vient d'une société où, disons, dominée par l'esclavage très longtemps, et plus tard dominée par la mobilité de la force de travail, par la migration, qui font qu'il y a eu beaucoup de fois la séparation dans la famille. Beaucoup de femmes, par exemple, qui ont des enfants, eh bien, le lieu central, à mon avis, de la famille, le point central, le potomitan de la famille, c'est la grand-mère. Dans la tradition antillaise et notre tradition à nous, c'est la grand-mère qui transmet aussi les valeurs. Parce que beaucoup de femmes devaient aller travailler avant l'industrialisation dans les services domestiques. Les hommes partaient travailler comme travailleurs migrants. Donc, ce n'est pas une filiation légale, je dirais, pour la grande majorité de la population, puisque depuis l'introduction du christianisme, et surtout en Haïti, vers 1860 avec le Concordat, qui établit de nouvelles normes
pour les urbains. Mais dans la réalité, la majorité de la population, par exemple haïtienne, les hommes partaient travailler, soit en immigration. Beaucoup de femmes devaient travailler dans les services domestiques dans les villes. Et donc, ce sont les grands-mères qui gardaient les enfants, qui leur transmettaient les valeurs. Donc, on a une... Et ça pourrait... On le voit aussi dans le sud des États-Unis. C'est la situation socio-économique de ces populations. Donc, c'est ce qui expliquerait davantage, le haut taux de monoparentalité chez les femmes, des communautés noires. Mais surtout, on le trouve dans les segments de la population les plus pauvres. Oui. Beaucoup moins chez les classes moyennes, chez les professionnels, mais extrêmement élevés parce que les hommes partaient en immigration, partaient travailler ailleurs, les femmes, des fois, partaient. Et donc, ici, il y a un rôle extrêmement intéressant, c'est le rôle de la grand-mère. Mais on le retrouve aussi, ce taux de monoparentalité, par exemple, chez beaucoup de groupes autochtones. Oui, les latino-américains aussi, je crois. Et chez les latino-américains, chez beaucoup de groupes latino-américains, où il y avait tout ce processus où les femmes partaient dans le travail domestique. On le trouve par exemple en République dominicaine. Je me rappelle un très beau film fait sur ce thème. Ces femmes partaient en ville travailler et envoyaient l'argent à la grand-mère, à leur mère, donc qui restait avec les enfants, qui élevaient les enfants. Oui, d'ailleurs, même dans ma propre famille, j'ai des cousins, cousines. On a toujours trouvé ça un peu étrange, qui appelaient notre grand-mère maman et appelaient leur mère, donc ma tante, Madame une telle, par exemple. Mais c'est parce qu'ils ont été élevés par notre grand-mère. Ou encore été confiés à, par exemple, il y avait cette tradition quand vous aviez des gens qui avaient beaucoup d'enfants et qui avaient une tante qui n'avait pas d'enfant. C'est une forme d'adoption. L'enfant était envoyé chez sa tante qui n'avait pas d'enfant, qui était des fois sa marraine. Oui. Et c'est comme si l'enfant avait deux mamans. Oui. Franz, est-ce que tu pourrais réactiver ta caméra, s'il te plaît, parce qu'on t'a perdu. Attends. Oui. C'est cela. Mais j'écoute ça et, pour être sincère avec toi, je suis un peu déçue parce que je pensais que tu m'aurais dit autre chose qu'à l'époque, avant la période précolombienne, etc., que les hommes et les femmes des communautés noires, des Caraïbes, etc., avaient plus, je sais pas moi, auraient eu des relations les femmes avaient plus beaucoup romantiques. plus de liberté sexuelle, par exemple en Amériques. Oui. Si je prends l'exemple d'une grande figure qui est connue en Haïti et qui est connue dans les Antilles, c'est la grande figure d'Anna Caona. Oui, c'est une femme qui a régné sur le Cacica du Zaragua, c'est-à-dire qui était dans la zone de l'Ouest et dont Léogane était le centre. Eh bien, cette femme était une remarquable poétesse. Elle avait épousé en alliance Caonabo, la transmission. Elle avait été la reine du Zaragua et les Espagnols. Elle a été capturée, mise à mort par les Espagnols. Mais c'était une relation monogame? Hein? C'était une relation monogame, donc c'était... Elle avait une relation, oui, parce que en fait, elle avait une relation avec un grand cacique célèbre, Caonabo, qui a été un des grands résistants à la conquête espagnole et qui est mort au combat. Donc, la monogamie, c'est un phénomène qui s'est établi avec le christianisme. Et plus tard, avec un code moral qui a été imposé. Mais on dit, quand on parle de monogamie, on parle d'une relation officielle et légale. Dans la réalité, par exemple, tout le temps on le voit, il y a une forme, en Occident du moins, de polygamie non officielle. Ah, absolument. J'ai même entendu parler, en regardant certaines émissions, moi j'aime bien lire aussi françaises, de polyamour. Et là, franchement, je me disais, mais c'est du n'importe quoi. Oui. Le nom, il prend un nom récent, c'est-à-dire... Mais on veut embellir aussi. Oui. On veut embellir aussi. L'Occident veut toujours montrer qu'il fait les choses mieux. Alors, on condamne la polygamie, mais bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui embrasse ça, mais quand on parlait de polyamour, on essayait de rendre ça très beau, on met beaucoup de classage. Pas seulement vous savez, elle a touché, par exemple, les Mormons et jusqu'au 19e siècle, où quand l'État des Mormons devait adhérer
à l'Union américaine, une des exigences était qu'elle élimine légalement dans l'État la polygamie. Mais les Mormons, en reprenant des thèmes de la Bible hébraïque, se définissaient comme polygames. Oui, mais même au Canada, la polygamie est encore légale dans beaucoup de sociétés arabes et dans beaucoup de sociétés, certaines sociétés musulmanes, où même on a vu l'ancien président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, qui est un Zoulou, où c'est elle est légale dans l'État du Natal, où le président Zuma, je pense qu'il avait 8 ou 9 femmes, ou sinon plus. Oui, mais ils ont l'obligation de prendre soin, de prendre soin de chaque épouse et puis de les aimer de façon égale, ce qui est impossible. Oui, mais ça c'est la règle établie. Mais je veux dire, il faut comprendre que la polygamie a été une norme, parce que nous vivions dans des sociétés patriarcales pendant très longtemps. De temps en temps, il y a eu jusqu'au XXe siècle une contestation de ces sociétés par, du moins dans plusieurs pays occidentaux, que ce soit en Angleterre où le vote des femmes a été plus tôt qu'ailleurs, mais en France et en Suisse, je crois que dans certains cantons, il a fallu attendre presque la fin du XXe siècle, 1980, je n'ai pas le chiffre exact, la date exacte, où dans un certain canton, il y a eu le vote des femmes. On a aussi, vous savez, c'est-à-dire l'avortement a été interdit pendant très longtemps, les droits des femmes ont été et sont encore menacés dans certaines sociétés. Par contre, vous avez peu de sociétés, mais on a encore des sociétés historiques comme en Chine, où vous avez des sociétés matriarcales. Ça, c'est plus rare, où les femmes ont plusieurs époux. Oui, d'ailleurs, j'avais lu, il y a très longtemps de cela, je me souviens, j'avais été fascinée par ça. Les hommes devaient frapper à la porte le soir de la femme de leur choix et elle devait décider si oui ou non elle laissait entrer tel ou tel homme. Et ça peut être un homme différent chaque soir, mais ce n'était pas perçu comme de la prostitution, c'est leur façon de vivre, ça fait partie de leur mentalité. Oui, mais parce que ces sociétés, comme les sociétés polygames, c'était des sociétés polyandres. Alors vous avez, elles ne sont pas, ce ne sont pas des sociétés qui sont très, très, très nombreuses. Mais c'est ce qu'on peut observer jusqu'à aujourd'hui. Ça existe dans des sociétés en Inde, ça existe dans des sociétés en Afrique. Vous savez, c'est-à-dire aujourd'hui et depuis la conquête des Amériques, c'est-à-dire depuis 1500, on est dans un processus de globalisation et d'uniformisation du monde. Donc, on a imposé un certain nombre de normes. Dans certains pays, ces normes, même des pays, par exemple, comme la Tunisie, où le statut de la femme a changé et la polygamie a été interdite sous le régime de Bourguiba. Dans d'autres sociétés et plus traditionnelles, comme en Arabie Saoudite ou dans les États du Golfe, les femmes sont maintenues sous contrôle. Donc, il y a des transformations. Et je pense même qu'il y a un petit groupe de Mormons au Canada qui pratiquent encore la polygamie, notamment du côté de la Colombie-Britannique. Absolument. Donc, on voit que la question de l'amour sous certaines formes, la notion même de l'amour change suivant les sociétés, change suivant le contexte. Certes, par exemple, on a eu des cas d'amour-fusion. Vous savez, celui qui a construit, l'empereur moghol qui a construit le Taj Mahal, c'est-à-dire cet extraordinaire édifice de beauté à Delhi, à la capitale de l'Inde, eh bien, lui, il a eu une relation fusion avec cette femme et il a construit, quand elle est morte, ce monument pour la contempler. Oui, mais Franz, on croit à tort que les femmes d'emblée recherchent l'amour-fusion et que l'homme d'emblée recherche la polygamie. Ou peut-être, ce serait peut-être plus généralisé d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'on se trompe de croire que justement... Je pense qu'on se trompe. Je pense qu'il y a toutes sortes de formes d'expression de l'amour. Par exemple, ce qu'on a appelé l'amour courtois au Moyen-Âge, eh bien, il faut comprendre, le groupe était constitué comme un clan. Et pour transmettre l'héritage, c'est le fils aîné qui se mariait pour ne pas disperser l'héritage. Des fois, dans les familles nobles, le fils cadet était envoyé dans les ordres religieux
justement le retirant de la sexualité officiellement. Oui. Et un autre fils rentrait dans l'armée. Alors, quand vous aviez dans un château fort, Oui. Il fallait canaliser le désir des hommes autrement. Donc, on a eu ce qu'on a appelé, c'est-à-dire les cartes de l'amour, la poésie romantique. On a romanticisé pour éviter justement qu'il y ait des conflits au sein d'un groupe familial. Est-ce que cette romanticisation, justement, a fait du tort à l'amour? Je pense que moi, je fais le constat, je ne sais pas. C'est-à-dire, à partir du moment où, par exemple, on a défini au sein de l'Église catholique ce qu'on a appelé la relation monogame, parce qu'il faut se rappeler que l'Église catholique va interdire, non pas l'Église orthodoxe, et non plus tard les protestants, mais l'Église catholique va statuer sur le célibat des prêtres. Oui. Je prends un exemple. À partir de ce moment, l'Église catholique va canaliser que le meilleur, c'est le célibat. Ce qui n'est pas biblique. Comme il faut se contenter, il faut se marier, il faut quand même limiter le mariage et le rendre indissoluble. Donc l'Église catholique, jusqu'à présent, interdira pratiquement le divorce. Oui. Et donc, il y a un discours qui est construit et que les gens imposent un modèle qui est celle de la monogamie. Plus tard, avec le développement, je dirais, des entreprises, avec l'urbanisation, on va développer un modèle qui est celle au 19e siècle, on le voit dans le Code civil de Napoléon, de soumission des femmes aux hommes. Aux hommes, oui. Alors que, par exemple, dans certaines sociétés comme dans la Rome antique, le divorce est courant, les femmes ont une vie sexuelle beaucoup plus libre que dans d'autres sociétés. Donc tout cela dépend, il faut relativiser tout cela. Pour relativiser, de penser que chaque société a développé des codes, des modèles de la relation amoureuse. Et dans certains cas, par exemple, dans la Grèce antique, il y a eu, pour les élites grecques, l'éloge de la relation entre un homme et un jeune homme, alors que le mariage était lié à la procréation. Oui. Et donc, il n'y avait pas de relation amoureuse entre hommes et femmes. Le mariage étant lié essentiellement à la transmission. C'est comme un peu chez les rois. Jusqu'à tout récemment, les mariages, en Europe du moins, ou chez les rois, étaient des alliances. Donc, le roi se mariait avec la sœur du roi voisin, établissait une alliance politique avec ce royaume. Oui. Et dans la réalité, le roi avait, par exemple, on connaît la vie amoureuse de Louis XV, de Louis XIV, le roi avait ce qu'ils appellent des favorites. Oui. Donc, le roi avait tombé en amour avec une favorite et avait des enfants. Et c'est pourquoi je parle entre la polygamie interdite et la polygamie réelle chez les élites. Oui. On le voit avec tous les scandales qui passent là, on le voit même avec l'ancien président Mitterrand, puisqu'on a vu lors de son mariage, lors de son enterrement, qu'il y avait d'un côté ses enfants légitimes, ses deux fils avec sa femme, et sa fille Nesrine, et de l'autre côté, sa fille, qui participait à ses funérailles. Tout à fait. Oui. Donc, mais c'est un choc quand tout ça est... Oui. Mais quand c'est vécu au grand jour et que c'est accepté, c'est... Bon, je trouve que c'est beaucoup plus sain que lorsqu'on est obligé de le faire en cachette. Et puis l'épouse qui croyait être la seule, les enfants qui pensaient être les seuls, découvrent tout à coup que il y avait que leur papa ou le conjoint avait une vie parallèle. Je trouve que ça détruit beaucoup plus les familles que si c'est vécu ouvertement et c'est accepté. Il nous faut revoir. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours contextualiser la notion de famille. La famille change suivant les sociétés, suivant les pays. C'est-à-dire, vous savez, il y a quand même une pluralité de sociétés. Ceux qui viennent de familles polygames, évidemment, on a d'autres concepts. Des fois, la famille polygame vit sur le même emplacement, où il y a plusieurs maisons. Le même toit. Et ils développent des relations avec des femmes différentes. Des fois, par exemple, chez les paysans aisés haïtiens, il y avait cette notion
qu'on appelait les femmes jardins. En fait, quand il a des terres dans plusieurs endroits, il avait ce qu'on appelle une femme placée. Donc, c'était un mariage coutumier. Il s'établissait avec cette femme et il avait des enfants qui héritaient de ce terrain-là. Okay. Et il pouvait contrôler indirectement les emplacements. Ça provoque aussi d'autres problèmes. Par exemple, dans certains pays musulmans, le fait que ce soit les aînés, les plus vieux, qui aient accès avec la polygamie à des mariages où les familles donnent leurs enfants en mariage à un homme plus riche et prive beaucoup de jeunes d'accès au mariage. Donc, ça provoque des formes de résistance, de rébellion. Oui. Dans d'autres cas, on a inventé, par exemple, un double discours. Vous avez dans certains pays musulmans le fait que vous pouvez, comme les relations sexuelles, ce qu'on définit comme illicites entre les gens qui ne sont pas mariés, puisque les gens qui ne sont pas mariés sont mis au banc, eh bien, on invente le mariage, je dirais, quotidien. Vous pouvez supposément vous marier, vous divorcer tout de suite après. Vous n'avez qu'à prononcer « je ne suis plus avec ». Et donc, ça devient une forme d'occultation. Mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui apprécieraient que ça existe encore aujourd'hui, ou du moins ici, en Occident. Bon, ça dépend, parce que si vous avez des enfants, c'est un autre problème, parce que les enfants peuvent être illégitimes. Et ça, dans des sociétés conservatrice ou traditionnelle, c'est un énorme problème. Oui, tout à l'heure, justement, je voulais que tu précises, quand tu en as parlé, donc la différence entre l'enfant légitime et naturel. Donc, l'enfant naturel, donc c'est l'enfant de deux personnes, mais qui ne sont pas mariées. Alors que l'enfant légitime, c'est l'enfant d'un couple marié. C'est pas seulement qui ne sont pas mariés, mais l'enfant naturel peut être le produit d'une relation, alors que l'homme est marié. Il a une relation avec une autre femme. Oui, c'est ça. Et un enfant naît de cette relation. C'est ça. Et il était considéré jusqu'à tout récemment. L'homme ne pouvait pas lui donner son nom, ni l'enfant n'avait aucun droit à l'héritage. Oui, donc un enfant né hors mariage. Un enfant né hors mariage. Maintenant, un enfant né hors mariage, mais avant le mariage, peut être légitimé et peut-être, dans ce sens, avoir droit à l'héritage puisqu'il est né avant le mariage. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il faut que le père, ça prend des démarches légales? Par exemple, un exemple concret, une femme et un homme sont ensemble, ils ont un enfant, ensuite ils se marient, ils ont un autre enfant. L'enfant qui est né de l'union dans le cadre du mariage est un enfant légitime. L'autre enfant doit être légitimé par le papa. Donc, c'est une démarche légale. Ça s'est passé chez nous dès le début, par exemple. Dessalines avait plusieurs enfants, alors que sa femme légitime n'avait pas d'enfants. Et sa femme a légitimé les enfants de Dessalines. D'accord. Écoute, Franz, je sais que tu dois quitter pour une autre émission, n'est-ce pas? Oui. Oui, alors je te remercie infiniment. C'est très intéressant. J'aurai encore une tonne de questions à te poser. On pourra y revenir une autre fois. Mais juste avant ton départ, j'aimerais simplement que tu mentionnes à nos internautes les différentes activités auxquelles tu vas participer dans le cadre du mois d'Histoire des Noirs. Donc, ils peuvent aller pour des expositions ou quoi? Qu'est-ce que tu fais pour le mois d'Histoire des Noirs? On aura à la bibliothèque de Brossard une conférence sur l'histoire des Afro-Américains de l'esclavage à Black Lives Matter. Ce sera le mardi 16 février. Alors, vous pouvez toujours aller ou nous contacter au syndicat. C'est au infosyndicat@gmail.com. Vous pouvez vous inscrire aussi sur le site du syndicat, c'est gratuit. Vous devenez membre du syndicat, c'est syndicat.com. Syndicat, c'est CIDIHCA.com. Merci encore. Et puis, vous savez, le syndicat, c'est une maison d'édition. Nous publions plein de livres. Nous organisons des expositions. Nous avons des collections de photos. Et la plus grande bibliothèque, je dirais, en Amérique du Nord, sur Haïti et sur la Caraïbe. Extraordinaire. Surtout sur Haïti. Oui, c'est très bien. Alors, syndicat, info au singulier ou au pluriel? Info au singulier. Syndicat, Info syndicat, c'est info. Oui.
INFOCIDIHCA @gmail.com. Gmail.com. OK. Peut-être le téléphone. Il Et y a le personne téléphone, qui... c'est Oui. le 514 Oui. 845 0880. Oui, 0880, le même numéro depuis des siècles. Oui, depuis au moins 38 ans. 38 ans. Excellent. Donc, merci infiniment, Franz Voltaire. Merci, Mardi bonne journée. 16 février, donc, Bibliothèque de Brossard. C'est en présentiel? Non, Non. c'est sur Zoom. C'est sur Zoom, hein? C'est ça. OK, Voilà. parfait. Allez. Alors, merci Au revoir. beaucoup, Franz. À la prochaine. Merci et joyeux Saint-Valentin aux auditrices et auditeurs. Merci Oui. à toi de même. Merci, France. Bonne Saint-Valentin Merci. aussi. Alors, Mireille, tu es avec nous. Oui, je suis avec vous. C'était fort Oui. intéressant, hein? On va faire une... Vraiment intéressant et j'aurais continué à l'écouter encore Absolument. et encore. Absolument, mais comme il doit participer à notre émission, et puis aussi, on voulait te laisser le temps de nous parler, mais Et on va tu sais, ça prendre aurait une... été pas grave. J'aurais laissé le temps. Ah, oui. Alors, on va prendre une courte pause. Oui. Je sais pas si c'est publicitaire ou musical, Gary? Je viens de terminer une autre émission, c'est pourquoi je répondais. OK. Alors, on va prendre une pause, Gary, musicale ou publicitaire. Alors, très courte pour qu'on puisse vous revenir avec Mireille et sa belle voix. Restaurant Flap, bonjour. Bonjour, monsieur. Avez-vous du griot? Absolument, madame. C'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Wow, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordère, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Vous avez envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc. Shout out à Maison Piclis, cuisine antillaise au 74 46 boulevard Maurice Duplessis, au 514 357 65 37, au 514 357 6537. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77 84 boulevard Lévesque Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Igname, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450 494 34 43. Alimentation Caraïbes Plus, venez-y, nous vous y attendons. Garage JDS Dumont. Pour tous les bobos pour votre auto, mécanique, débosselage, peinture, 10 801 Quentin, Montréal-Nord, 514-325-1205, 514-325-1205. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Haïtiens d'Haïti et de l'étranger, ainsi que toutes les autres communautés, désormais, la solution naturelle à vos problèmes de santé a une référence. Jean Vauvon Life and Wellness. Jean Vauvon Life and Wellness est une pharmacie naturelle située à Fort Lauderdale en Floride et spécialisée dans la vente en ligne de suppléments et de produits naturels. Pour information, composez le 1-800-910-3532. Par WhatsApp,
954 516 36 95 ou encore faites un petit tour sur le site internet www.jeanvonvonpharma.com. Pour éviter le bistouri, la solution Jean Vonvon Life and Wellness au naturel. Yo, Patrick Desvalieux, I hate to say this, man, but I told you so. Alors voilà, de retour à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie. Donc, je viens de m'entretenir avec Franz Voltaire, politologue, historien. C'était très, très, très intéressant, enrichissant. On pourrait l'écouter longtemps. Moi, je suis toujours fascinée par ces gens qui maîtrisent, qui possèdent bien leur matière. Donc, on voit toute la compétence, la culture de Franz Voltaire. Alors, comme j'ai mentionné, pour ceux et celles qui étaient avec nous dès le début de l'émission, c'est un nouveau collaborateur. Donc, nous aurons l'occasion de l'entendre de nouveau. Il va nous parler d'histoire d'Haïti et autres. Donc, il pourra nous présenter aussi de nombreuses capsules qu'il fait avec les enfants parce que c'est important. J'en ai souvent parlé à l'émission. C'est très important que les enfants connaissent leur histoire pour pouvoir renforcer leur sentiment déjà d'appartenance et aussi d'estime de soi, de fierté. Alors, voilà. Nous allons maintenant passer à la deuxième portion de l'émission en compagnie de Mireille Casimir, coach en accompagnement spirituel et aussi artiste peintre. Et je vous rappelle que les magnifiques œuvres qui sont derrière moi sont d'elle. Ce sont ses réalisations qui sont en vente. Il y en a d'autres aussi qu'elle peut peindre à la demande des clients et elle en a à la maison aussi. Et puis celles qui sont derrière nous. Sauf qu'il y en a deux qui sont censées être à moi. En tout cas, on verra. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous, Radio Vertière, ou bien c'est Mireille, si je ne me trompe pas, casimir.mireille@gmail.com où elle vous donnera son adresse. C'est ça, Mireille? Oui, c'est ça. Si les gens veulent commander. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone aussi? Tu nous avais donné ça la dernière fois. C'est pas, non, on va en donner par courriel. Alors, voilà. casimir.mireille@gmail.com pour les œuvres qui sont derrière et d'autres commandes. Alors, Mireille, tu nous as préparé un petit quelque chose sur l'historique, l'origine de la Saint-Valentin. Franz a failli te voler ton punch. Mais c'était parfait. Puis le nom de lui, ça aurait été extraordinaire. Parce que je serais restée à l'écouter encore. Hein. C'est waouh, je leur ai laissé mon espace. Hein. Oui. Mais au début, parce qu'il parlait un petit peu justement de l'origine de la Saint-Valentin, que ça venait de la Rome, etc. Je disais, ah non, ça c'est à Mireille, c'est sa partie. Donc Mireille, que peux-tu nous dire sur la Saint-Valentin, cette fête? Mais je vais commencer par parler de Valentin. Oui. C'est qui Saint Valentin? C'était un saint qui existait, d'accord? Il n'était pas saint au début, mais on l'a canonisé, il est devenu un saint. Okay. Et Valentin, c'était un prêtre qui a désobéi à l'époque romaine, où c'était quel empereur romain, je me souviens plus de quel empereur romain, avait annulé toutes les, tous les fiançailles, parce qu'il voulait absolument que les guerriers aillent sur le front. Ah, d'accord. Il savait que s'ils se fiançaient, ils n'iraient pas. Donc, il voulait rapatrier toute son armée. Et là-dedans, Valentin était très furieux de cela. Okay. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a célébré des mariages et des fiançailles en cachette. Okay. Et quand ça s'est su, cet empereur était fâché, horrifié, alors il l'a emprisonné jusqu'à sa mort. Donc il est resté en prison toute la fin de sa vie jusqu'à sa mort. C'est triste. Alors, oui, c'était spécial. Okay. Et puis Valentin, il était très pieux, c'était un guérisseur, il a aidé on disait que c'était le patron des voyageurs, il a guéri une épileptique. Alors je ne sais pas si c'était son bourreau ou qui était autour de lui durant son incarcération.
et qui n'était pas en prison évidemment, ou est-ce que c'était son juge? Ça, j'ai pas très bien compris, mais il a guéri sa fille. Alors jusqu'à la fin, peut-être la veille de sa mort, je sais pas, la petite qui était épileptique, il l'a guérie. Alors c'est resté le patron des épileptiques, il a été prié pour la peste, pour les voyageurs. Alors il est devenu comme ça un saint. Mais il a été canonisé qu'après la période romaine, à la fin de la période, à la fin de la période romaine. Parce que durant la période romaine, le Valentin c'était une fête païenne finalement. Oui. Comme la plupart des... pas la plupart, mais quand même beaucoup de fêtes, même Noël, oui. C'était une fête où les gens avaient le droit, entre le 14 février et le 14 mars, après ça ils ont mis une date, là, la religion catholique a mis une date, mais dans une partie du mois de février, une partie du mois de mars, les gens avaient le droit de se côtoyer, de se visiter, et avec les Romains, c'était une période où les gens étaient très, très violents. Pour fertiliser les femmes. C'était une période de fertilisation. Donc de viol ou bien? C'était une période de débauche. Dans la période romaine. Il y avait des incitations au sexe. C'était pas très... c'est loin de ce que cette fête est censée représenter. Oui, c'était une fête païenne. Et à la fin de l'Empire romain, il y a un pape qui a repris tout cela et en a fait... il a été canonisé, Saint Valentin, et on a fait a gardé l'essence finalement des trucs amoureux. Donc on a mis de l'ordre dans tout ça. Oui, par rapport à Valentin, la débauche. Il a été canonisé, et le fait que lui reconnaissait l'amour, les amoureux, alors ce pape a mis une date du 14 février, parce que je crois que Valentin est mort le 14 février, je crois. Ok, d'accord. Donc à ce moment-là, on l'a symbolisé, et c'est devenu, comment pourrais-je dire, le Valentin, finalement. Donc, c'est parti de là, d'accord? C'était d'abord une fête païenne qui est devenue une fête amoureuse. En tout cas, ça tombe bien dans les pays nordiques parce qu'en février, il fait très froid. Alors, les gens se collent. On parlait tout à l'heure de la procréation et tout. Donc, ça tombe un bon mois. Pas nécessairement pour le mois de l'histoire des Noirs, mais pour la Saint-Valentin, oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est le pape Gélas, premier, qui lui, en fait, le patron des fiancés et des amoureux. Wow! Ouais. Donc, c'est vraiment la fête des amoureux. Bon, moi, je dis la fête de l'amour. De plus en plus, on a élargi un petit peu le sens de cette fête pour permettre à tout le monde d'être inclus. On fête à l'école. Ça n'a pas été fait dans ce sens-là, d'accord? Mais à la base, c'est vraiment les amoureux. Oui, c'est la fête des amoureux. Saint-Valentin a été canonisé en 1496. Il devient le patron des amoureux. Parfait, c'est bien, très intéressant. Il est mort en 93, pas d'une très belle mort. Il a été violenté, puis après ça, décapité. Aïe, 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 c'est triste. Souvent, dans l'Église, on voit dans l'histoire chrétienne, il y a des horreurs, il y a de la difficulté, puis après ça, émerge de l'amour. Oui. Bon, c'est comme ça. Dans toute l'histoire, on trouve... ces histoires d'horreur, malheureusement, parce que ce sont des humains à l'origine qui sont derrière tout ça. Quand on dit là où il y a l'homme, il y a de l'hommerie, ce n'est pas faux. Alors voilà notre beau Saint-Valentin. Puis ça a évolué au cours des âges, évidemment. On voit en Allemagne, c'était les gens... c'est en Allemagne, je pense, qu'ils voyaient les oiseaux. Il y avait comme un mythe, les oiseaux qui vont commencer à immigrer, tout ça. Puis c'est la rencontre des amours. Donc, il y a eu un mythe qui est sorti. Il y a eu des mythes un petit peu, mais je pense qu'avec ce qui a été apporté, la canonisation de Saint-Valentin et tout, ça s'est voyagé à travers le monde. Ça a été en Amérique. Alors, on voit que le Valentin a évolué au cours des âges. Avant, on avait son Valentin de la journée, c'était fêté comme ça. Alors, on trouvait une personne du sexe opposé, d'accord, 2 personnes, et on devait s'envoyer des lettres de poèmes. Après ça a évolué d'être ensemble et de se faire du bien, de s'apporter des bonnes choses mutuellement. C'est qui ton Valentin aujourd'hui? C'était pas forcément ton amoureux, si tu n'en avais pas, mais c'était quelqu'un qui avait été choisi pour être ton Valentin. Mais c'était au quotidien, tu dis, au quotidien?
Non, non, OK. le 14 février. OK, Donc, parfait. Ouais. ça a évolué, Mhm. d'accord? Puis ça a voyagé à travers le monde. Mhm. Et puis, on peut voir aujourd'hui que le Valentin est vécu de façon, c'est commercialisé, hein, on vit Oui. dans un monde de consommation, mais aussi le Valentin est vécu comme étant quelque chose de, c'est pas juste pour les amoureux, Mhm. c'est l'amour. C'est Oui. quoi l'amour? C'est un sentiment d'amour. Donc, je t'aime, je t'offre un Valentin. Oui. Donc, avec la commercialisation, ça a été mis au niveau du chocolat, de la couleur rouge. Oui. Pourquoi la couleur rouge? Donc là, on peut voir avec Cupidon. Oui. Qui est Cupidon? Tu sais, tu me demandais, c'est qui Cupidon, finalement, Parle-nous cet de ange, Cupidon. un ange grassouillet avec un arc et une flèche. Tu as trouvé quoi sur Cupidon? Cupidon, en latin, ça veut dire désir, amour, et c'est le dieu de l'amour. Et Oui. c'est le fils de Vénus et de Mars. Ok. D'accord? Donc, Cupidon, c'est l'ange de l'amour. Ok. Il est représenté comme un enfant en Mhm. ange avec des ailes, Oui. avec une arche et une pointe Oui. argentée, tu sais. Mhm. Alors, on voyait des flèches d'argent, et ces flèches sont censées révéler les pointes de désir dans le cœur des dieux et des hommes. Mhm. Donc, vous pouvez le faire pour les dieux et les hommes. Et Cupidon, je ne savais pas, en faisant une petite recherche, je ne savais pas que Cupidon était aveugle. Oh! Cupidon est Alors, il aveugle. lance sa flèche comme ça à tout vent, et puis Non, mais tant pis là, celui c'est ou de celle là qui que reçoit. vient l'amour est aveugle. Ah, très intéressant, ça! Oui, je trouvais ça génial. Ben oui, L'amour parce que est alors aveugle. Cupidon peut lancer sa flèche sur un homme et puis une autre femme quelconque qui n'ont pas nécessairement des points C'est communs. Et l'amour. puis... C'est avec l'âme, Ouais. Cupidon, et c'est avec l'amour et avec il est aveugle, mais c'est l'amour et c'est l'âme Oui. qui sent où envoyer sa flèche. Oui. Et c'est beau, hein? Donc, son intuition, ça vient de l'intérieur. Il n'a pas besoin du sens de la vue. Oui. Non, ça. Il est connecté à l'amour, tu sais. Ah. Et ça, c'est merveilleux, Mhm. c'est extraordinaire. Et puis, aussi, ça a évolué, parce qu'à la base, c'était pour éveiller le désir, l'amour et Mhm. surtout le désir. Oui. Et avec le temps, ça a évolué Oui. et on parle d'amour, on Mhm. parle plus juste du désir. Et Oui. dans la religion chrétienne, c'est sûr que le désir, la sexualité, on ne fera pas de... On met ça un peu au rencard, alors que ça fait partie de l'amour. D'ailleurs, il y a 3 phases de l'amour. Hein. On parle de l'amour éros, qui est le désir, qui est nécessaire. Il y a l'amour philéo, donc c'est amitié, et l'amour agapé, qui est l'amour un petit peu plus universel. Mais ces 3 phases sont importantes. Même dans un couple, on dit souvent que ça prend le désir, parce que sinon, comme quelqu'un disait, c'est longtemps, vivre sous le même toit. Donc, il faut être attiré par l'autre. L'amour, amitié, philéo, on dit que c'est ça qui tient une relation qui peut durer pendant des années. Et souvent, on nous conseille même de développer une relation d'amitié avec notre partenaire avant même de devenir des amants, des amoureux. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il fallait Oui. se côtoyer, Oui. il fallait se visiter, Oui. il fallait s'apprivoiser sur 1 an, 6 mois avant Oui, le mariage. avant d'avoir des relations sexuelles. Parce que souvent, on dit que les relations sexuelles vont biaiser l'amour, les sentiments réels, parce que ça crée une connexion, une chimie qui n'est pas nécessairement, comment je pourrais dire, adéquate. C'est-à-dire que la personne avec qui tu es n'est pas nécessairement celle qui te convient, mais quand il y a ce lien sexuel, ça crée des conflits, des problématiques. Oui, Ouais. effectivement. Oui, Mhm. oui. Alors Oh. voilà, Oui. en gros, avec Cupidon, notre beau petit Cupidon, qui Oh, est aveugle, mais qui est dicté par l'amour et par son âme. Oui, Alors, pourquoi et- le rouge? oui. Tu sais, tu m'as demandé la couleur rouge, tu sais, du Valentin. Mais ça aussi, c'est commercialisé, hein, d'accord? mais en même temps, le rouge, on c'est dit le que... cœur, tu sais, on voit le cœur, c'est Oui. relié au cœur. Oui. Alors, on met tout dans le rouge. Ben, Alors, c'est la couleur passion. Le rouge, c'est le chakra des organes sexuels, la base, ouais, c'est le premier c'est ça, chakra. oui. Donc, ça vient avec le désir. D'ailleurs, on dit souvent que quand on offre des fleurs rouges à quelqu'un, ça veut dire qu'on la désire. Si la fleur est L'amour, passion. passion, c'est ça. Si C'est la c'est blanc, c'est plus doux, plus C'est la calme. pureté et immaculée. Oui, Ouais. et puis on dit qu'à ce moment-là, la relation va durer plus longtemps. Il y a toutes sortes de symboliques autour de ça. Et il y a le rose aussi à la Saint-Valentin. Le rose, c'est La tendresse, c'est l'amour. la tendresse, le chakra du cœur. Ouais, Mhm. centre Oui. énergétique, oui. Alors, Donc. il y a toutes les couleurs. On peut regarder la palette de couleurs. Oui. Puis, le Valentin, maintenant,
est propagée comme une fête d'amour. Oui, d'amoureux, ça restera toujours, mais c'est une fête d'amour. Alors, on peut offrir un Valentin à quelqu'un qu'on aime. Donc, une lettre, hein? Que ce soit une lettre. Non, aujourd'hui, le Valentin, tu peux offrir un chocolat à quelqu'un que tu aimes. D'accord. Et regarde, Mireille, ce que j'ai ici, c'est mignon, hein? C'est une collègue de travail qui m'a donné ça. J'ai eu envie de le présenter. Regardez comme c'est beau. Est-ce que je suis à la bonne caméra, là, Gary? C'est bon? Regardez comme c'est mignon. C'est fait à la main. C'est locally crafted, donc ça a été fait localement et trempé. Donc, du fraise trempée dans le chocolat, 100% fait à la main, fresh and joy. Alors, c'est frais. Oh. C'est une collègue qui m'a offert ça, Myrna. Merci, Myrna, tu es un ange. Et puis, j'ai eu des bonnes crêpes en classe. Alors, regardez-moi ça, une belle fraise. J'avais ça rempli jusqu'au bord. Et à la fin de l'émission, je la croquais. Il m'en reste une autre au fond. Merveilleux. Merveilleux. Alors, Mireille, c'est tout le temps qu'on avait? À moins que Gary nous accorde encore un petit peu de temps. Je pense que c'est fini. Hein? C'est bon. On a été bien gâtés par France. Ben oui. De toute façon, on aura l'occasion de parler plus de conscience, d'amour sincère, profond, etc. Mais en tout cas, on encourage et on souhaite à tout le monde de vivre le vrai amour. Un amour aussi où on est intègre, on est authentique. J'en ai parlé la semaine dernière, qu'on a des vrais sentiments envers l'autre. Et s'il y a des choses à régler, parlez-en, réglez-les. Il ne faut pas les garder enfouis parce que sinon, on avance sur de fausses bases. D'accord? Et Franz a parlé tantôt de différentes formes d'amour, de relations. Je sais pas. Moi, j'ai un petit peu tendance à dire que des femmes, on aime bien ça, avoir un amour exclusif. On est un peu comme les oiseaux. On veut avoir un partenaire qui soit à nous et à nous seuls. Pas vrai? Est-ce que je me trompe, Mireille? Toi qui es coach. Oui. Mais, oui. On a plus tendance à aller vers l'amour monogame, n'est-ce pas? De nos jours, toi, tu reçois beaucoup de gens. Parce que si on parle d'amour, c'est un sentiment, l'amour. Hein, c'est un état, l'amour. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on veut avoir d'exclusif? Est-ce que c'est l'intimité sexuelle qu'on veut exclusive? Ouais. Mais on veut quand même que notre partenaire continue à aimer l'ensemble de la vie et des autres. Mais quand tu dis exclusif, est-ce que c'est la sexualité parce que c'est quelque chose d'intime et propre au couple et le reste, ça reste qu'on se partage avec nos voisins, avoir la tendresse et le cœur d'amour pour une voisine sans que ça vienne interférer la relation amoureuse dans un couple. Alors, il faut se questionner. Il faut vraiment se questionner parce que parfois, il y a beaucoup de conflits dans les couples. C'est que les deux ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde et n'ont pas la même perception de l'amour. Donc, c'est important de clarifier ces choses-là, ces éléments. Et ne pas toujours se sentir... un état de... On parle d'un autre niveau d'amour, un état d'être en paix. Je pense que ça commence d'abord de s'aimer soi-même. Exactement. Puis d'être en paix avec soi-même, d'être OK avec soi-même. Puis quand on entame une relation amoureuse avec un compagnon ou une compagne, on n'y apporte pas un bagage d'histoire ou des choses à régler parce qu'on est en paix avec soi-même. Donc, on est plus en même à vivre l'état d'amour. Et c'est un état d'amour où il n'y a pas d'inquiétude, il y a simplement être dans la relation d'amour. J'offre ce que j'ai et l'autre reçoit ce que j'ai à offrir. Et vice-versa. C'est plus un remplacement de quelque chose. C'est ça. C'est pas un manque qu'on vient combler. C'est pourquoi on dit souvent qu'il faut déjà avoir réglé beaucoup de choses avant de pouvoir entrer en relation avec l'autre pour ne pas apporter ces boulets. C'est sûr qu'on vient tel qu'on est, mais idéalement, on essaie de régler le maximum de choses possibles pour pouvoir cheminer ensemble côte à côte. Et j'aime beaucoup Khalil Gibran. Un jour, peut-être que je pourrais faire entendre ça à nos auditeurs, internautes. C'est Khalil Gibran qui disait que quand on s'aime, on marche, on est côte à côte. Hein? Et puis, je ne sais plus si c'était Rousseau qui avait dit que l'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est de regarder ensemble dans la même direction. Et ça, c'est ça. Ouais, on n'est pas perdu dans une espèce mais on peut se retrouver dans une intimité, être fusionnel dans une intimité, pour ensuite se retrouver chacun dans en unicité. C'est ça. Tout en étant en relation. Oui. Parce que souvent, on est embriqués les uns dans les autres, puis on ne sait plus. On perd la notion du monde qui nous entoure et ça devient maladif, malsain, des fois même toxique. Et l'autre n'a plus d'espace pour respirer. Et ça, c'est plus de l'amour. On parle. Et souvent aussi, Mireille, les gens
On a l'impression que amour et liberté sont mutuellement exclusifs, alors que ça peut faire partie. On peut aimer, mais avoir quand même une forme de liberté. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi. On a des balises. Moi, je dis un état de liberté, c'est se ça. sentir libre tout en étant en relation. Exactement. Et il ne faut pas confondre libre de faire n'importe quoi ou de trahir l'autre. Mais non, il faut avoir une entente commune, savoir ce qu'on veut, mais on se sent quand même bien. On a notre espace pour évoluer, pour grandir, pour cheminer. Donc, Mireille, merci beaucoup. Tu es loin de moi, mais je t'offre une bonne fraise trempée, enrobée de chocolat. Mange-la pour moi. Alors, joyeux Saint-Valentin, encore une fois, à nos internautes. Merci d'avoir été à l'écoute. Je salue toutes les personnes qui sont fidèles partout à travers le monde, qui nous écoutent, qui nous regardent. Merci à Gary, Jean-Gary Cadet, notre directeur et metteur en ondes. Et je ne sais pas si c'est l'anniversaire de quelqu'un. Ah oui, c'était l'anniversaire de mon neveu, Abdel Samir. Alors, grosse bise, cher neveu, le 7. J'ai oublié de le mentionner la semaine dernière. Et j'ai bien hâte de te revoir parce qu'il n'est pas à Montréal pour l'instant. Alors, bon dimanche à tous et puis bonne semaine. Et je mange ma fraise chocolatée pour vous, à votre santé. Au revoir.